Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Vous retrouvez toutes les émissions du podcast avec leurs références biblio sur le site parolehistoire.fr, sur les applications de podcast, sur la chaîne YouTube. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez vous abonner, la partager, laisser une note ou un commentaire sur iTunes, Spotify, etc., ce qui permet d'être découvert par plus de monde. C'est le 7e anniversaire du podcast, lancé en avril 2018, et donc je suis très heureux de le fêter, entre guillemets, avec les deux invités du jour. Bonjour Sarah Gainsbourger. Bonjour. Vous êtes sociologue, historienne de la mémoire et de la Shoah notamment. Éric Le Bourris, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien à l'INALCO, et vous avez coécrit avec également Isabelle Bacouche, à Troyes, donc un livre absolument excellent à la découverte. Appartement témoin, la spoliation des locataires juifs 1940-1946. Alors je vais commencer donc par un éloge, qui est un éloge pas convenu. C'est un livre qui révèle et qui travaille un fait nouveau, inconnu, on peut le dire jusque-là, dans l'historiographie de l'occupation et de la Shoah, qui pourtant sont deux champs où la recherche a connu des développements absolument exponentiels depuis des décennies. Et ce fait, c'est la spoliation des locataires juifs parisiens. Et j'insiste sur ce mot de locataire parce que la spoliation, en termes généraux, c'est quelque chose qui semble relativement connu. Là, il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer brièvement ce que ça recouvre et quelle est la dimension nouvelle qui est révélée dans votre ouvrage ? En quelques mots, oui, c'est un ouvrage qui explore une politique menée par la préfecture de la Seine pour l'essentiel, épaulée par d'autres instances françaises et allemandes, pour priver des locataires parisiens identifiés comme juifs du droit d'habiter leur logement dont ils étaient locataires. Donc, c'est une politique qui a été inventée en 1942, accélérée en 1943-1944. Et donc le livre part de cette politique, c'est le cœur de l'ouvrage. Et ensuite, on a mené également pour expliquer sa mise en place une sorte d'archéologie, si on veut, de tous les contextes et les prémices qui ont, dès l'été 1940 d'ailleurs, permis, préparé et organisé la mise en place de cette politique. Alors pour bien comprendre, et aussi peut-être parce que ça ne va pas de soi, spoliation des locataires, quand on dit spoliation, habituellement on pense à des collectionneurs d'art juifs dont les tableaux ont été pillés par Goebbels et ses services, et donc ils étaient propriétaires des choses et on leur a prises et ce n'était plus à eux. La location, est-ce que c'est une chose, est-ce que c'est un bien ? Qu'est-ce que ça veut dire spolier dans ce contexte-là, Sarah Gainsbourger ? Alors, c'est une très bonne question puisqu'on a discuté très longtemps entre nous sur l'utilisation du terme de spoliation. D'abord parce que précisément dans l'historiographie, on considère que le bail n'est pas un bien. Et nous, le propos du livre, c'est de dire que précisément, c'en est un, c'est un droit, et qu'on a mis en œuvre, on a dépossédé de leurs droits les locataires juifs. Donc c'est dans ce sens-là, d'abord, qu'on utilise le terme de spoliation. La deuxième dimension du choix du terme, c'est qu'en fait, cette politique a utilisé tous les outils de la spoliation dite classique, celle que tu viens de décrire, sur les œuvres d'art, les propriétés, etc. Par exemple, le Commissariat général à la question juive et tous les outils de l'organisation ont aussi été utilisés pour cette dépossession des droits locatifs, d'une part. Et deuxième chose, c'est une politique publique de réappropriation des contrats de location qui n'a visé que des juifs. Donc c'est une spoliation dans le sens qu'elle dépossède des droits et deuxièmement qu'elle est antisémite puisqu'elle vise spécifiquement une population. Sachant aussi qu'à l'intérieur de ces biens loués, il y a des objets et des biens possédés. Ça entre aussi dans le périmètre de ces spoliations. Oui, alors ça, je peux répondre à titre très personnel parce que précisément, cette spoliation du droit locatif, elle arrive une fois l'appartement vide de son contenu. Pourquoi ? C'est parce qu'avant, et c'est l'objet d'un seul chapitre dans ce livre, mais qui place le contexte, avant, il y a ce qu'on appelle l'opération meuble, qui est mise en place par la Wehrmacht à Paris, qui vise à identifier des appartements dits juifs, c'est-à-dire dont les locataires ou les propriétaires sont juifs, mais qui sont habités par des juifs, et organiser leur déménagement systématique. Et en fait, c'est ça qui est vraiment étrange dans l'origine de ce livre, c'est que moi, j'ai déjà écrit 2 livres sur cette opération meuble. Et pour dire à quel point les cases intellectuelles étaient figées avant qu'on se mette à travailler sur cette question. Moi-même, je suis la première victime de cette myopie, quelque part. C'est que j'ai étudié le fait qu'on vide systématiquement ces appartements, mais vraiment en détail, et je ne me suis jamais posé la question de ce qu'allait arriver aux droits locatifs et aux contrats locatifs liés à ces appartements. Parce qu'on a vraiment une case propriété, c'est vraiment ça qui prédomine, alors que, on va peut-être en parler, Éric va peut-être préciser ce point, alors qu'à l'époque, la population parisienne, dans son ensemble, juive comme non juive,
et très largement, majoritairement locataires. C'est pas du tout comme aujourd'hui où il peut y avoir des propriétaires occupants de façon massive. Alors c'est hyper intéressant sur la façon dont un fait historique disparaît entre guillemets des radars historiographiques, ou plutôt n'apparaît pas, plutôt que disparaître, ce qui voudrait qu'il serait apparu une fois. Là, il n'est pas apparu. Et il y a plusieurs éléments en lisant votre livre qui permettent de le comprendre. C'est quelque chose qui n'a pas une place centrale dans les témoignages d'après-guerre, parce qu'il y a des choses malgré tout plus graves, la déportation, qui sont arrivées. Donc ça apparaît, mais il n'y a pas vraiment de porte-parole, il n'y a pas quelque chose qui se constitue autour de ça. Et puis surtout, il y a deux éléments que vous dites très bien dans l'ouvrage. Il n'y a pas une série archivistique cohérente, il n'y a pas un carton où on trouverait tout et finalement on pourrait tout bâtir dessus. Et puis surtout, il n'y a pas une loi, à la manière dont, par exemple, le livre de Clerzac a travaillé la loi du 22 juillet 1940 sur les dénaturalisations, où là, il y a un fait juridique très clairement identifié à partir duquel on peut dérouler une enquête. Là, il n'y a pas une loi, mais il y a un emboîtement juridique, souvent un peu flou, à dessein d'ailleurs, qui fait que il a fallu 10 ans, si j'ai bien compris, pour reconstituer un peu toutes les pièces du puzzle. C'est vrai que c'était peut-être le plus gros défi, mais en même temps le plus stimulant, disons, de cette enquête, c'est que cette politique ne s'appuie sur aucun texte. Et même justement la politique qui est mise en place, on l'appelle politique, mais il n'y a pas de décret, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordonnance. Elle s'appuie sur un ensemble de bricolage, d'actions administratives. Ces traces sont conservées. D'ailleurs, on a essentiellement travaillé à partir des dossiers produits par la politique mise en place en 1943. Mais il n'y a pas de décret, il n'y a pas de texte, et c'est vrai que c'est une difficulté parce que, d'une part, ça a sans doute conduit en effet à invisibiliser cette question après la guerre, puisque pour annuler quelque chose, il est plus facile d'annuler un décret ou une loi. Ça a permis de le dissimuler, mais je pense que c'est aussi, ça a été vu, ça sans doute aussi, c'est vrai que les politiques de réparation ont essentiellement visé l'annulation de politiques qui, justement, avaient fait l'objet de textes. Loi d'arianisation de juillet 1941, par exemple, qui précise bien que les contrats de location ne sont pas, a priori pas concernés, en principe, en tant qu'habitation personnelle. Mais c'est vrai que toutes ces politiques de réparation ont bien contourné la question des appartements, et c'est sans doute parce qu'on a écrit l'histoire des spoliations à partir des politiques de réparation que ce pan entier de la dépossession a été oublié. Et pour ce qui est des témoignages d'après-guerre, enfin, ce que racontent les gens, c'est ça qui est aussi assez saisissant. Bon, d'abord, il faut dire que dans l'immédiate après-guerre, c'est quelque chose dont tout le monde parlait. Parce que, on y reviendra, je pense, le livre est très nouveau pour la guerre, mais vraiment, personnellement, là où j'ai été vraiment assez sidérée par ce qu'on voyait, c'était quand même l'après-guerre. Parce que, bon, j'ai des illusions. Et vraiment, l'après-guerre, c'était quelque chose de vraiment injuste, on peut le dire. Mais donc là, il y a eu quand même des gens qui se sont mobilisés dans l'immédiate après-guerre pour lutter contre une loi dont on reparlera tout à l'heure, une loi d'après-guerre. Donc ça s'est pas complètement disparu dans l'après-guerre. Et par ailleurs, dans les témoignages que font encore les gens aujourd'hui, si vous parlez à des survivants de familles qui étaient locataires à Paris au début de la guerre, ils vont tous vous dire que quand ils sont rentrés, presque tous vous dire, quand ils sont rentrés chez eux, l'appartement était vide, ça c'est systématique, mais vide de biens, mais très souvent occupé. Et eux, dans la façon qu'ils ont de raconter ça, pour eux, c'est une occupation spontanée qui se fait parce que un voisin, une concierge a eu l'idée de venir, et ils vont décrire les nouveaux occupants comme des collabos. Donc c'est présent, mais en fait c'est présent à partir d'un autre cadre d'interprétation que celui qu'on raconte, parce que précisément, ils n'étaient pas là pendant la guerre, et c'est parce qu'ils n'étaient pas physiquement dans leurs appartements qu'ils ont été occupés. Alors que, par exemple, pour l'arianisation classique, quand les administrateurs provisoires ont en charge l'arianisation d'une entreprise, souvent, il y a des contacts avec la famille juive, parce qu'il faut transmettre les bilans comptables, les informations factuelles qui vont permettre de vendre l'entreprise. Là, les juifs sont les grands absents des sources qu'au départ on a consultées. Alors ces sources, elles permettent de comprendre une situation qu'il faut sans doute évoquer parce que c'est aussi un livre d'histoire urbaine et qui ne peut se comprendre qu'en lien avec l'état de l'immobilier parisien et du département de la Seine au début de la guerre. Et donc il y a des éléments sans doute à poser. Il y a d'abord un département dans lequel vit on va dire une majorité ou une très grosse minorité, une majorité des Juifs de France, c'est le département de la Seine. Beaucoup d'entre eux partent volontairement, involontairement, et ensuite sont victimes des persécutions du régime de Vichy.
Et du coup, ça crée ce paradoxe d'une ville dans laquelle il y a de manière générale pas assez de logements avec un parc immobilier insuffisant, des logements vides ou vidés par l'occupant en particulier d'une partie de ses habitants juifs, et en même temps des troupes allemandes à loger, et puis une convoitise sur ces appartements. Donc on a la rencontre en fait entre un parc immobilier qui de toute façon était insuffisant de manière générale, et puis une convoitise nouvelle, on pourrait dire, vers ces appartements dont les juifs, pour plein de raisons, ne sont plus les occupants. C'est vrai que la situation du logement à Paris au cours des années 40 n'est plus tout à fait la même qu'avant la guerre. Le point commun, en effet, c'est la crise du logement qui est évidemment plus ancienne. Et c'est vrai que c'est un monde totalement oublié où tout le monde est locataire, ou presque, on l'a dit, où les loyers sont bloqués. Il faut rappeler aussi que depuis la Première Guerre mondiale, les loyers sont bloqués et donc représentent une faible part du budget des ménages, 4% du salaire annuel à peu près à l'époque en moyenne. Ce qui laisse rêveur aujourd'hui. Voilà. On en reparlera sans doute, puisque pour le paiement, ça change tout, évidemment. Donc la difficulté, c'est pas de payer le loyer. La difficulté, c'est de se loger, de trouver un logement. La qualité des logements n'est pas exécrable. La qualité de l'équipement des logements est bien meilleure qu'en province. Il n'y a pas des toilettes partout, il n'y a pas des salles de bain partout, mais il y a des cuisines, il y a l'électricité, il y a le gaz à tous les étages. À Paris et en banlieue, alors évidemment, c'est très disparate selon les quartiers, les communes et les arrondissements. Mais donc, la qualité du logement n'est pas catastrophique. En revanche, il y a très peu de nouveaux logements qui se libèrent. Le marché est complètement bloqué. Il n'y a pas d'agence immobilière à l'époque pour trouver à se loger. Il faut soi-même faire le tour des concierges, aller voir les gérants également qui représentent les propriétaires. En général, un propriétaire possède un immeuble entier et donc il y a des gérants qui les représentent. Bon, ça c'est la situation avant la guerre et tout change, c'est vrai, avec la guerre, puisque en 1940, une grande part du parc immobilier parisien se vide. On l'oublie, mais c'est vrai, il y a à peu près 20-25% de la population de la région parisienne qui est durablement absente. Bien plus sont partis, mais durablement en tout cas absentes. Ça veut dire que sur 5 millions d'habitants dans le département de la Seine, il faut rappeler que Paris n'existe pas vraiment à l'époque, c'est le département de la Seine, donc Paris plus les communes de banlieue proches. Donc 1 million d'absents à peu près sur 5 millions. Parmi ce million absent, une minorité de juifs. Il y a beaucoup de logements vides et beaucoup de logements absents. Et ce sont donc spécifiquement les appartements des familles juives parmi celles qui sont absentes, qui se sont enfuies, qui se sont cachées, qui ont été arrêtées, qui sont ciblés, visés pour alléger le quotidien des non-juifs. Oui, on a l'impression que les logements juifs en fait, deviennent la variable d'ajustement de toute une série d'acteurs confrontés à la fois à un problème immobilier, mais aussi à de la pure convoitise, et puis aussi à des politiques antisémites, des autorités d'occupation, des autorités vichistes, autrement dit. Le fait qu'il y ait des appartements juifs désormais vides, c'est pas les seuls à être vides, mais c'est les seuls qui vont être ciblés. Ah oui, ben ça c'est, je pense, quelque chose qu'on a réussi à montrer dans le livre. C'est précis, c'est exactement ça. C'est pas du tout les seuls à être vides. C'est une toute petite minorité de ceux qui sont vides, mais c'est les seuls à être ciblés parce que ça montre bien, en fait, comment la question de l'antisémitisme est aussi une question en contexte qui va être construite par des politiques sociales qui vont peu à peu dire aux gens, c'est normal, c'est pas un problème parce que c'est des appartements juifs. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. C'est qu'en gros, c'est ce qu'on a appelé une politique sociale négative, ce que la littérature appelle une politique sociale négative, un peu comme ce que Gott-Sally a étudié pour le cas allemand. Parce qu'il y a un autre aspect qui s'est rajouté à ce que vient d'expliquer Eric, c'est la question des bombardements alliés à Paris à partir de 1942. Et donc, il y a tout un discours social derrière le fait de récupérer les appartements juifs. C'est aussi, on va aider des gens dans le besoin, qui sont des gens qui sont des victimes de la guerre, qui sont les sinistrés, mais on va les aider sur le dos des droits des juifs. Et ça, c'est vraiment caractéristique. Et la deuxième chose qu'on peut déduire de ce fait, c'est que en fait, pour tous les acteurs en présence, donc les acteurs du marché immobilier, les acteurs du champ politique français et allemand, et les Parisiens, qui sont quand même des grands personnages très présents dans le livre, de plein de natures et de statuts différents, tout ce que ces gens ont en commun, c'est qu'ils croient, ils partagent l'idée que les Juifs ne reviendront pas. Et ils le disent. Ils disent non, mais moi, je préfère un appartement juif qu'un appartement qu'on peut mettre à ma disposition de manière temporaire. Je veux un appartement définitif. Et c'est ce que les gens entendent. Tous les acteurs de ce nouveau marché
derrière la catégorie appartement juif, ils entendent un appartement que je vais pouvoir garder pour toujours. Et il y a dans plusieurs cas, plusieurs petits passages dans le livre où on explique un tel s'installe, il fait faire les cartes de visite tout de suite à sa nouvelle adresse, un autre fait refaire la salle de bain, un autre va casser une cloison. Ils s'installent vraiment. Ils ne sont pas dans une idée de temporaire. Et ça, le livre est vraiment sur cette politique publique, mais je pense qu'à travers ça, il apporte beaucoup aussi sur ce que pensent les gens, et pas tellement sur ce qu'ils savent, dans le sens, on ne prétend pas du tout qu'ils savent que les chambres à gaz existent, mais en fait, ce n'est pas le problème. Ce qu'ils savent et ce qu'ils ont compris, c'est que c'est une solution définitive, les Juifs seront définitivement absents de Paris. Oui, c'est très frappant de voir d'ailleurs qu'il y en a qui ne comprennent pas que des Juifs reviennent. On reparlera de la fin du livre, mais il y a vraiment des formes d'incompréhension. En 1945, 1946, on dit mais comment ça, on me réclame cet appartement alors qu'il aurait dû être à tout jamais, en quelque sorte, à moi. Il y en a une qui écrit, je ne sais plus la formule exacte, mais on l'a mise dans le livre, qui dit « Mais je ne comprends pas, les Juifs reviennent ». Ça résume très bien, souvent, tout ce qui est implicite pendant la guerre, on va peut-être y revenir, mais un certain nombre de courriers qu'on a pu étudier qui sont écrits à ce service qui est en charge de cette politique publique sont des courriers de Parisiens, de centaines de courriers de Parisiens qui demandent des appartements, que tout le monde décrit comme des appartements juifs, appartements israélites ou appartements du juif, un tel. Mais c'est tout. Ils n'en rajoutent pas. Non, ils n'en rajoutent pas. Ils sont pas... ils n'utilisent pas des expressions très marquées, des marqueurs de l'antisémitisme. C'est pour ça qu'avant du début de la politique publique, on a ajouté un chapitre qu'on n'avait pas prévu au départ sur les partis collaborationnistes qui, eux, sont vraiment des excités de l'antisémitisme pour montrer la différence de parole. Donc, les gens qui font appel à cette politique publique, eux, ils vont pas plus loin. Juste, ils demandent l'appartement, mais ils en rajoutent pas. Mais les mêmes, après, quand le contexte change, quand c'est dans l'après-guerre et qu'il y a l'enjeu sur le caractère non définitif de l'appartement, vont s'exprimer différemment. Parce que là, il y a quelque chose qui était évident pour tous les acteurs et donc implicite, que quelque part, on voit pas dans les sources isolées, mais qu'on comprend de l'interaction des sources et des acteurs, qui va devoir être réexplicité après la guerre. Et donc là, les paroles changent complètement. Oui, non, je voulais ajouter que c'est vrai que même peut-être au-delà même de cette perspective du non-retour et de cette conviction, et on voit même aussi que la politique elle-même crée un système où ça devient naturel et où même certains demandeurs, que ce soit des personnes qui veulent se reloger ou bien des propriétaires, envisagent même que leurs locataires qu'ils identifient comme juifs qui sont encore là, sont en sursis, et même s'ils sont encore là, c'est qu'ils vont bientôt plus l'être. Donc c'est même pas un non-retour, c'est même l'anticipation de la disparition des dizaines de milliers de juifs qui sont encore à Paris en 1943-1944. Alors on peut peut-être revenir un peu sur cette chronologie parce que les choses malgré tout changent. Cette conviction que les Juifs ne reviendront pas, elle est peut-être pas aussi formalisée fin 1940, début 1941 qu'elle ne l'est, notamment après les grandes rafles de juillet 1942. Et du coup, si je vous lis bien, il y aurait une première phase qui serait plutôt celle de l'opération meuble où les autorités d'occupation ont la main pour vider beaucoup d'appartements et puis le commissariat général aux questions juives et les collaborationnistes en rajoutent et font du zèle pour aussi mettre la main pour dire voilà, on a un local du PPF à installer, le parti de Doriot, ça tombe bien, il y a le juif un tel qui est parti, on va s'installer là. Il y a cette immense rafle de juillet 1942, dit du Veldiv, qui constitue sans doute pour beaucoup de Parisiens une forme de prise de conscience beaucoup plus vaste du type de politique qui est menée. Et puis la politique publique dont vous parlez, elle se formalise en tant que telle en 1943. C'est vrai que c'est un peu une anomalie, si on peut dire. On sait qu'à Vienne, par exemple, dès 1939, une des premières politiques de dépossession des Juifs, c'est l'arianisation des contrats de location. À Paris, au contraire, c'est le dernier pan, pratiquement, c'est le dernier droit qui est laissé aux Juifs à Paris, c'est celui de louer et d'occuper un appartement. On a identifié plusieurs facteurs à cette espèce de décalage. Ça ne veut pas dire pour autant que la question ne se pose pas. Hein. Dès 1941, on voit des propriétaires et des gérants qui s'interrogent sur le devenir des locations, qui s'interrogent sur leurs locataires juifs qui ne payent plus leur loyer, mais qui s'interrogent aussi parfois sur leurs locataires juifs qui sont encore là, payent, mais peut-être qu'ils ne seront bientôt plus en mesure de payer, et en effet. Et donc il y a plusieurs facteurs. D'une part, on voit sans doute des acteurs qui se renvoient là-bas, le commissariat général aux questions juives et la Dienststelle Westen qui pillent les meubles, qui s'interrogent sur qui doit prendre la décision.
décision. On voit aussi à un moment donné la police de sécurité allemande qui envisage de ghettoiser à Paris des juifs arrêtés en zone nord et donc qui voudraient garder la main sur des appartements pour rassembler les juifs de province du nord de la France dans Paris avant leur déportation. Et puis surtout peut-être, je dirais, c'est sans doute ce choix de répression assez particulier qui a consisté à ne pas justement, en l'occurrence, rassembler les juifs dans un ghetto ou dans un ghetto dispersé dans Paris, mais à accorder aux juifs la possibilité d'habiter chez eux jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire concrètement d'être arrêtés chez eux. En fait, c'est le choix, la décision politique d'arrêter les familles chez elles. Mais pour les arrêter chez elles, il faut les laisser. Il ne faut surtout pas qu'elles aient l'idée de s'enfuir. Donc, on les laisse habiter chez elles jusqu'à leur arrestation. C'est un choix très particulier qui n'a pas été fait dans la majorité des grandes villes européennes sous domination allemande ou nazie. Et voilà, qui sans doute a retardé, entre guillemets, mais c'est la conséquence de différents choix en matière de répression et d'hésitation politique qui font que ça a été vraiment acté qu'en 1942-1943. Dans un premier temps, c'est ça qui est assez... Il y a une forme de perversité dans cette politique publique, c'est que dans un premier temps, les propriétaires et les gérants sont très demandeurs. Ils disent, nous... Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le juif paye le loyer ou que le juif ne paye pas le loyer, dans les deux cas, c'est un problème pour eux. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser de leur locataire juif. Parfois, c'est aussi l'occasion de se débarrasser d'un mauvais locataire qu'ils ont depuis toujours. Mais comme tout d'un coup, il est juif, c'est-à-dire racialement au sens de la discrimination, ça va être l'occasion de s'en débarrasser. Donc, eux, ils demandent... Dès le départ, il y en a plein qui demandent à ce qu'il y ait une politique spécifique sur les baux. Mais dans un premier temps, le commissariat général aux questions juives leur dit ah non, mais ça, les baux, c'est pas de notre domaine, précisément parce que le choix a été fait de ne pas avoir de ghetto à Paris, donc il faut bien que les juifs habitent chez eux, parce que c'est comme ça qu'on les trouve. Ils sont recensés à leur adresse, comme on dit. Bon, et ça, c'est dans un premier temps. Puis après, il y a tout ce tâtonnement que vient de décrire Eric, et puis tout d'un coup, il y a un nouvel acteur qui se positionne, qui est la préfecture de la Seine, qui va en fait renverser le problème. Elle, son enjeu, c'est pas tellement le bail, c'est plus qui on met à la place de la personne. Et donc les propriétaires qui au début demandaient l'investissement, l'intervention de la puissance publique pour libérer les baux, mais on est dans la propriété privée, donc c'est pour en faire ce qu'ils veulent, tout d'un coup vont être un peu pris à leur propre jeu, ils vont obtenir la libération des baux, mais on va y revenir selon une croyance administrative, mais en fait c'est pas du tout légal, mais bon, ils vont obtenir qu'on leur dise qu'ils ont le droit de se débarrasser des contrats de location. Mais pour ça, ils vont devoir accepter que la préfecture de la Seine leur impose un nouveau locataire. C'est vrai que c'est une ingérence absolument inédite et incroyable de la puissance publique dans le parc privé de logement. C'est unique pratiquement dans l'histoire du logement français où la propriété est sacrée et où jamais on obligerait un propriétaire. Voilà. Et c'est tout l'enjeu peut-être d'ailleurs. C'est vrai que quand on pense aux spoliations, on pense surtout en France notamment, on pense surtout à la dépossession des Juifs. On se pose plus rarement la question de mais à qui ça a profité, notamment parmi les voisins et les Parisiens. Bon là c'est exactement ça. Et il y a un profit politique pour la préfecture qui non seulement participe à la dépossession, mais surtout à la réaffectation, et c'est tout l'enjeu. Le commissariat général aux questions juives ou les autorités allemandes se posaient beaucoup moins la question de savoir qui allait récupérer. Il s'agissait de déposséder les juifs. Là, la préfecture, elle arrive avec toute sa connaissance, son savoir-faire en matière de logement social et impose de nouveaux locataires aux propriétaires privés. Ce qui transforme au passage ces institutions en quasi-agences immobilières. Vous avez dit qu'il n'en existait pas à l'époque, mais en fait, courant 1941-1942, les gens s'adressent au commissariat général aux questions juives en disant il n'y aurait pas un logement juif que je pourrais récupérer. Et puis, à partir de 1943, c'est un service qui se trouve non loin de là où on enregistre, dans le centre de Paris, rue Pernelle, un service qui va abriter avec des fonctionnaires très bien formés, très capables en termes de fichage, d'établissement de liste, etc. Et qui va fonctionner en termes de voilà, j'ai tel logement vide, j'ai tel demandeur, on croise les deux fichiers, puis on attribue, on a vraiment l'impression que ça se passe comme ça. Oui, le service, c'est le service du logement officiellement, mais beaucoup de gens qui lui écrivent service des logements juifs, service des appartements juifs. Alors, ce service, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il s'inscrit dans la continuité de la politique du logement de la préfecture de la Seine. Ce n'est pas un service qui relève de l'administration antisémite, c'est un service qui relève de l'administration du logement. Traditionnellement, puisqu'il n'y a pas d'agence immobilière, la préfecture de la Seine tient à jour un fichier dit des logements vacants. Donc un logement vacant, c'est un logement qui n'a plus de contrat de location en cours. Et tout l'enjeu de notre process, c'est de transformer des logements
où des juifs étaient présents et dont les juifs sont titulaires du bail en logements vacants. Ils ne sont pas des logements vacants, ils sont juste des logements inoccupés physiquement. Donc, cette administration a ce savoir-faire des logements vacants, mais ça, on l'a compris à partir des archives, c'est marqué nulle part. C'est juste qu'on a tout retracé. Pour donner un exemple très concret, donc, ils vont construire 2 fichiers de travail. Un fichier appelé fichier du relogement, mais en fait, c'est un fichier juif, c'est un fichier des appartements juifs. C'est des toutes petites cartes, souvent roses, cartonnées avec un petit trou parce que ça tient dans le fichier avec une barre, là, les fameux fichiers à l'ancienne. Donc ce fichier du relogement, en fait, c'est un fichier des appartements juifs. Et de l'autre côté, il y a un fichier des sinistrés ou des demandeurs, qui sont ceux qui cherchent les appartements. On précise, vous l'avez dit, sinistrés, c'est notamment les grands bombardements des Alliés sur les nœuds ferroviaires, les usines, etc., qui de fait ont détruit des quartiers entiers, à Billancourt, dans le nord de Paris, à La Chapelle, etc. Et donc, de fait, il y a des gens qui sont à la rue, comme ils le sont dans beaucoup de villes touchées par les guerres. Et là, la différence, c'est qu'à Paris, il y a l'autre fichier avec des logements juifs qu'on va déclarer vacants. C'est ça. Mais d'un point de vue archivistique, ce qui est intéressant, c'est que ce savoir-faire des logements vacants va être réutilisé pour la production de ces nouveaux fichiers, mais ça se voit même dans les sources. C'est-à-dire que les petites fiches du fichier des logements juifs, elles sont faites au verso du fichier des logements vacants, des fiches périmées de ce fichier. Et donc, on peut vraiment voir dans la matérialité même des archives toute cette réintroduction, recyclage d'une compétence. Deuxième chose, c'est que la préfecture de la Seine a aussi l'habitude de gérer ce qu'on appelle des logements sociaux. Donc à l'époque, c'est les habitations bon marché, les HBM, avec plusieurs sociétés de HBM liées à la ville de Paris. Par exemple, la RIVP, qui existe encore et qui a fait des grands tableurs de ses locataires juifs au tout début de l'opération, qui a été assez moteur dans le process. Et donc, ils ont toute cette expertise de logements sociaux. Et on voit, pareil, dans les archives, là, c'est dans un autre fonds, mais si on consulte le fonds du cabinet du préfet, comme aujourd'hui, les gens écrivent pour avoir des faveurs pour obtenir des logements sociaux. Comme on ne doit pas dire de tout temps. Bon, c'était déjà comme ça au début de la guerre. Et quand on fait les correspondances du cabinet du préfet dans l'ordre, on se rend compte qu'au début de la guerre, les gens demandent des logements sociaux. Ensuite, ils continuent à demander des logements sociaux, mais le cabinet répond « On a effectivement un logement juif à vous proposer. » Et après, petit à petit, ils demandent des logements juifs et on leur donne des logements juifs. Donc, il y a une HBImisation, c'est comme ça qu'on en parlait entre nous, une HBImisation des logements juifs. Le basculement, il se fait au cours de l'année 42. Je dirais qu'il y a 2 grands bombardements qui sont un peu déclencheurs, qui touchent Boulogne-Billancourt, où se trouvent les usines Renault, qui sont une grande usine française qui travaille pour l'occupant allemand. Le 3 mars 1942, c'est un premier gros bombardement de Boulogne. La préfecture ne se saisit pas avec grand zèle ou entrain de la question du relogement. On sollicite les logements vacants, on sollicite les sociétés d'HBM pour reloger, mais sans trop faire d'efforts, les sinistrés des bombardements. Un an plus tard, le 4 avril 1943, là c'est très clair, on constate qu'il faut de nouveaux bombardements, et là il y a une mobilisation très forte de la préfecture, il faut reloger définitivement. On constate que les logements vacants ne marchent plus très bien parce que tout est plein. Les sociétés de HBM sont déjà également n'ont plus grande disponibilité, et donc on fait le choix très clair de foncer et de saisir les appartements des familles juives pour reloger en priorité et en premier lieu, a priori, les sinistrés. Oui, puis entre les deux, il y a eu une institutionnalisation de la persécution, les déportations. Donc, il y a un besoin qui existait avant, mais qu'on va traiter différemment parce que le contexte de ce qui est disponible comme ressource pour le traiter a changé. Donc, donc ça va être mis en place rapidement. Et sur la question administrative, je voulais rajouter que ce qui est assez... On l'a dit, il n'y a pas de texte de loi qui décide la mise en place de cette opération. Et ce service administratif va inventer un document administratif qui est l'opérateur en fait de base de cette politique publique qui s'appelle l'autorisation de relocation, dont on n'a jamais, je peux vous dire qu'on a vraiment cherché, jamais retrouvé de décision de le créer ou de définition. Oui, c'est pas paru au JO. Non, rien de tout ce qu'on explique n'est jamais paru au JO, ni au bulletin municipal. Mais cette autorisation de relocation, elle est, en fait, la préfecture autorise le propriétaire à relouer à la personne qu'il a choisie. Et ça va être en fait un opérateur qui va créer du lien entre tous les acteurs autour de ce marché et qui va créer une autorité de l'administration sur cette question alors qu'elle n'en a légalement absolument aucune.
Est-ce qu'on sait combien de logements sont concernés? C'est pas évident de répondre à cette question. Vous avez, à la fois travaillé très sérieusement, mais aussi un peu bricolé par la nature des sources pour essayer de recouper un maximum de choses. À quelle estimation vous arrivez, Éric Le Bourris? On a justement du mal à trouver un nombre, et c'est vrai qu'on n'a pas non plus entrepris de creuser davantage à ce stade le nombre, mais c'est vrai que le fonds principal qu'on a étudié comprend à peu près 9000 dossiers individuels, donc d'appartements que la préfecture de la Seine a mis en circulation. Mais en fait, comme cette politique, elle n'a pas vraiment de date de début, comme on l'a compris, puisqu'il n'y a pas de décret, elle n'a pas non plus vraiment de date de fin, puisqu'on voit que la libération de Paris a certes interrompu le processus, mais en fait, il y a eu plein de prolongements et c'est assez difficile. En plus, la préfecture a décentralisé la conduite de cette politique au printemps 1944 pour plus d'efficacité auprès des 100 mairies du département. Donc d'une part, pour ce qui est de la préfecture de la Seine, voilà, on a un nombre minimal de 9000, mais qui est incomplet. On sait par ailleurs qu'il y a plein de dossiers manquants et qu'en 1941-1942, à tâtons, il y a plein d'autres modalités, processus, avant même l'invention de cette autorisation de relocation, qui ont été mis en place pour faire à peu près la même chose. Donc voilà, donc on a un chiffre bas, 9000 vraiment, mais le plus bas. La seule estimation qui existe dans les sources, c'est de 25 000 appartements, dont 5 000 n'auraient peut-être pas abouti. Bon, il est clair qu'on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers, sans doute. On sait qu'il y a plus de 40 000 appartements qui ont été pillés par la Dienststelle-Westen, ce qui n'épuise même pas toutes les possibilités de pillage et de vidage d'appartements. Donc on est sans doute autour d'un nombre de plusieurs dizaines de milliers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on s'était dit, on va faire un tableur précis de tous ceux qu'on trouve, parce que donc il y a notre fonds avec les 9000, mais on a compris petit à petit, parce que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que le fonds d'archives qu'on a utilisé n'a pas de carton sur la création du service. Donc on a dû recomprendre tout ça à partir du dépouillement des dossiers appartement par appartement. Petit à petit, on s'est aperçu, par exemple, que le commissariat général aux questions juives est devenu un opérateur auxiliaire de la préfecture de la Seine. Et quand on va dans les archives du commissariat général aux questions juives, là aussi où les archives sont complètement dissimulées, mais on pourra peut-être en reparler, on trouve plein de preuves que d'autres appartements ont été concernés qui ne sont pas dans le fichier de départ. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui me semble très important à souligner, parce que pour moi, c'est un des apports importants du livre, c'est que souvent, pour ce qui est de l'historiographie de l'occupation et notamment de la Shoah en France, on a quelque part deux historiographies aujourd'hui. On a une historiographie très précise, détaillée sur le fonctionnement administratif, par exemple tous les travaux de Laurent Joly, qui fonde la collaboration de l'État. Donc, on peut dire avec certitude que l'État français a été un opérateur de la Shoah. Mais en même temps, on a aussi toute une historiographie, tout un discours sur ça, c'est vrai de l'État et de l'administration, mais la population, elle était quand même solidaire ou plus globalement bienveillante à l'égard des Juifs. Et ce que je pense montre le livre, c'est pas que l'un est faux ou l'autre est faux, c'est qu'on pose pas la question de la bonne manière. On peut pas penser l'une sans l'autre. Et il y a les appartements officiellement passés par l'opération, mais quand on change d'échelle et qu'on n'est plus à étudier l'administration et la politique publique, mais qu'on se met, comme on l'a fait dans le dernier chapitre, à une échelle spatiale, par exemple au hasard la rue des Francs-Bourgeois, et que immeuble par immeuble, on essaye de retracer qui s'est installé dans des appartements juifs, on se rend compte qu'il y a les appartements officiellement passés par la préfecture de la Seine, mais qu'au bout d'un moment, l'ensemble, en tout cas des voisins et des gens de ce quartier, se sont dit, c'est bon, la préfecture de la Seine réaffecte des appartements. On n'est pas obligé de passer par la préfecture, tout le monde est d'accord. Et donc, il y a aussi plein de gens qui ne sont pas passés par la préfecture de la Seine. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un produit de la politique publique, parce que c'est bien la politique publique qui a légitimé la catégorie même de logements juifs et qui, de mon point de vue, a incité un certain nombre d'autres occupants qui ne sont pas passés par cette procédure à s'installer. Et c'est comme ça, les deux immeubles à la fin, ou le dernier chapitre où on l'étudie en détail, à peu près pour un occupant qui est passé par la préfecture de la Seine, il y en a un qui s'est installé de lui-même. Mais dans tous les cas, c'est bien exactement la même logique d'occupation. Oui, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire dépasser peut-être l'étiquette simplificatrice du collaborateur, le collabo qui s'est approprié l'appartement, parce que on ne peut pas préjuger des motivations de tous ces gens, mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a une situation sociale et juridique qui a rendu possible et légitime des formes d'appropriation. Dans certains cas, on a quand même un faisceau d'indices qui permettent de dire il avait une lettre de recommandation de la commandanture bien explicite sur le fait que c'était quelqu'un de très fiable. Voilà, là, on peut penser qu'effectivement, ça a aidé
aider à obtenir ce logement dit juif. Et dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui habitait dans le même immeuble dans un logement plus petit. La concierge lui a dit que le logement était vacant et ça allait de soi. C'était naturalisé comme démarche sociale de pouvoir se l'approprier sans qu'il y ait besoin de se penser ou d'être désigné par les autres comme collaborateur. C'est à la limite des catégories qui ne sont pas opérantes. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on s'est sans doute trompé trop longtemps, ou en tout cas, on avait aussi cette envie de changer un peu le regard sur l'histoire de Paris pendant l'occupation. On a envie de mettre les gens dans des cases, de voir qui se serait bien comporté, mal comporté. En fait, on ne peut pas assigner des comportements. Et par ailleurs, en effet, sur cette question du rapport aux Allemands, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a un petit peu étonnés. Et on voulait aussi insister là-dessus. Bon, il y a juste un chapitre dans le livre, mais on aurait pu en faire plus. C'est vrai que l'enquête dévoile des proximités inédites entre des dizaines de milliers de Parisiens et les autorités allemandes. Autorités allemandes qui sont également bien plus nombreuses que ce qu'on peut imaginer. C'est plusieurs milliers d'officiers allemands. Il n'y a pas que des officiers, il y a aussi des civils qui signent des lettres de recommandation inscrites dans qui se placent dans des rapports l'officier signe un rapport pour un coiffeur, une lettre de recommandation, ou bien on demande à son voisin. Enfin, ça dévoile des rapports de voisinage et d'intimité entre autorités occupantes et parisiens, qu'on ne qualifie pas pour autant de collabos, mais il faut sortir de l'idée d'une cohabitation distante, effrayée entre des Parisiens occupés et un occupant allemand. Il y a une intimité très grande, un voisinage, et on s'habitue. Ça dure longtemps, l'occupation à Paris, et il est aussi simple d'aller, visiblement, on le voit, il n'est pas plus compliqué d'aller obtenir une recommandation du président du conseil municipal de Paris que d'un officier de la Wehrmacht. Et c'est très intéressant parce que de manière symétrique, si le livre avait été écrit autrement, et d'une manière sans doute plus simplificatrice, il y aurait eu un chapitre qui se serait appelé « Ceux qui ont refusé », avec des portraits de concierges et de gérants héroïques qui sont allés voir la préfecture en disant « Non, mon honneur m'interdit de relouer ce logement, etc. » Et on voit qu'il y a quelques traces archivistiques qui permettraient peut-être de raconter l'histoire un peu de cette façon-là, mais vous avez plutôt choisi de ne pas le faire et de montrer que il y a toute une gamme d'attitudes, et effectivement que dans les attitudes, il y a des gens, des concierges par exemple, qui ont pas souhaité tellement jouer ce jeu-là, mais ça en fait pas pourtant des héros valorisables par rapport à des salauds qu'il faudrait condamner, que tout ça est interprété dans un même cadre qui rend possible plus ou moins certains comportements. Ça me fait très plaisir que tu aies vu ça dans le livre, parce que c'est exactement mon opinion. C'est-à-dire que moi je fais de la sociologie déjà, donc ça on n'a pas parlé, mais c'est un travail interdisciplinaire et interchamp, parce que Isabelle et Eric viennent de l'histoire urbaine. Moi, mon travail d'historienne, c'est plutôt l'histoire de la Shoah. Mais en même temps, je resterai quand même toute ma vie une sociologue. Et c'est pas grave. Hein. Non, mais on vit très bien avec. Voilà, je vis particulièrement bien avec. Mais en l'occurrence, tout ce qui est théorie des comportements, pour moi, est inopérant. Enfin, c'est pas vers là que doit aller les sciences sociales aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il est important de remettre aussi des dynamiques de structure, de contexte, d'opportunité et de cadrage, diraient les politistes, de cadrage de politique publique pour expliquer ce que font les gens. Donc nous, ce qui nous intéressait, quelque part, c'est vraiment ce qu'ils font, c'est-à-dire les pratiques, mais pas dans la logique des comportements. Parce que quand on pense comportement d'un point de vue, les concepts sur les comportements en sciences sociales, c'est toujours lié à des considérations morales, des orientations des comportements. Dès qu'il y a un comportement, ça veut dire qu'on va avoir un jugement normatif ou qu'on peut l'orienter. Nous, ça a été un gros travail, je pense, on peut le dire. Dans l'écriture, on a vraiment essayé d'être au ras du sol des pratiques. Il y a peut-être des scories, et il ne faut pas hésiter à nous les signaler, mais on a essayé de ne pas plaquer sur les pratiques qu'on étudiait des représentations, des opinions, parce qu'en fait, par exemple, une concierge qui va aider une personne, ok, c'est tout à fait à son honneur et c'est très bien de, par exemple, l'honorer, mais c'est pas le travail de l'historien. Il y a des institutions pour ça et je suis bien placée pour savoir parce que j'ai fait ma thèse sur les Justes parmi les nations. Mais c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'essayer de retracer des mécanismes sociaux, des dynamiques qui expliquent pourquoi ces pratiques sociales ont lieu, mais pas de les juger. Et c'est aussi pour ça. On a fait un choix de n'anonymiser personne, parce qu'on a raconté quand même des centaines d'histoires dans ce livre. Ça aurait eu aucun sens de mettre les initiales, mais ça nous a obligés à une écriture au ras des sources. C'est-à-dire non seulement de ne pas faire de jugement, de pas présupposer des représentations ou des opinions, mais aussi dans l'écriture de dire
un tel écrit que, un tel demande que, et pas de dire un tel a envie que, ou un tel voudrait que, ou voulait que. Un tel bondit sur l'occasion pour s'emparer du logement convoité. Voilà, c'est pas exactement... oui, ça j'espère qu'on n'a pas écrit cette phrase, parce que ce serait un grand échec de notre part. Mais bon, voilà, ça c'est l'enjeu vraiment... tout ça est sous-jacent dans le livre, parce que tu n'as pas dit que c'est un livre écrit un peu de manière pas vraiment classique en sciences sociales, peut-être qu'on va en reparler, mais voilà, c'était ça l'enjeu en fait. Alors, pas classique, pourquoi? Du point de vue des notes, du référencement? Oui, alors, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est quand même assez gros, mais on n'a pas rajouté à cette grosseur par des notes de bas de page. Je remarque que le plan ternaire est parfaitement respecté dans chacun des chapitres parce que tous les chapitres ont 3 sous-parties. Donc, je ne sais pas si c'est un éloge de la formation universitaire française, mais en tout cas, c'est absolument remarquable. Un non-éloge du côté psychorigide des auteurs, je dirais. Mais en fait, le livre, on peut peut-être dire, c'est intéressant de dire comment on l'a écrit, tu veux? Oui, on a fait le choix de chapitres courts. Pour permettre à la fois d'être lu par un public le plus large possible, d'ancrer également chaque chapitre dans une histoire particulière, celle d'un appartement, celle d'un immeuble, d'une rue ou d'un quartier. Donc on voulait à la fois avoir un ancrage et aussi introduire, puisqu'en fait ce qu'on a découvert, comme dans cette politique qui ne dit pas son nom, il y a plein de prémices, plein de préalables, on a voulu les introduire de manière très digeste, disons, très progressive, chronologique. Du coup, le plan est chronologique, même si ça ne se voit pas dans la table des matières. On a voulu introduire de manière très progressive à la fois les questions, les questionnements, les acteurs, et donc on a fait le choix d'un plan très 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 progressif qui va de quartier en quartier. C'était la volonté aussi de montrer, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais la persécution des Juifs à Paris, ça s'est passé dans chaque quartier, chaque rue, donc on a essayé de couvrir une diversité de quartiers, d'arrondissements, de communes, de banlieues, à travers ces ouvertures de chapitres, disons, à partir de chaque petit cas, comme ça on tire plein de fils, et c'était un peu la volonté qu'on a eue dans la structuration du livre. Mais derrière ça, avant de construire cette trame narrative, on a d'abord construit une trame très, très, très analytique. Si on avait écrit le livre par des entrées analytiques, ça aurait été horrible à lire parce que c'est très technique ce qu'on a étudié. Donc on a fait toute cette trame analytique de tout ce qu'on devait démontrer et après on l'a effacée et on l'a recouverte par une trame narrative. Et en faisant ça, en fait, ça a peut-être, je ne sais pas si c'est visible à la lecture, mais pour chaque page, il y a parfois 6 ou 7 documents d'archives. Donc si on avait mis 6 ou 7 notes par page avec la description de chaque... Il faut faire un deuxième livre rien que pour les notes de bas de page. Et deuxièmement, ça coupe complètement cette volonté narrative qu'on avait. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'une partie où on a toutes les sources par chapitre, c'est-à-dire tous les fonds et les sous-cartons qu'on a utilisés. Alors, on ne peut pas savoir exactement quel document, mais à la fin, il y a aussi un chapitre sur le making-of qui explique un peu la fonction de chaque fond. Donc, on peut quand même relativement facilement en trouver. Et puis, bon, nous, on a nos versions avec les notes de bas de page. Donc, si les auditeurs/lecteurs veulent des cotes, ils peuvent toujours, bien sûr, nous écrire. Mais voilà, c'était un enjeu vraiment fort. Et aujourd'hui, je ne sais pas... en parlant avec certains lecteurs, je ne sais pas si on a réussi notre pari. Parce qu'à la fois, j'ai l'impression que les académiques, ils sont un peu désarçonnés par la lecture du livre, qu'il n'y a pas assez de notes, il n'y a pas de notes, c'est narratif. Est-ce que c'est suffisamment narratif pour que des non-académiques s'emparent du livre? On est un peu dans l'expectative, mais c'est un enjeu. Et moi, à titre personnel, j'écris de la science illisible pour des articles scientifiques, mais j'ai plus du tout envie d'écrire des livres seulement pour les scientifiques, en fait. On a nos articles, on a nos revues, c'est fait pour ça, et si on fait des livres, il faut que ce soit un peu différent. Alors moi, je trouve que ça marche très bien, notamment parce qu'il faut qu'on aborde ce moment où il y a quand même une série de twists à la fin, de rebondissements à la fin, qui ne sont pas des rebondissements très heureux, mais il y en a un premier où on a l'impression qu'un certain nombre de choses vont rentrer dans l'ordre, parce que finalement, le rétablissement de la légalité républicaine acté à partir de 1944 fait que toutes ces autorisations de relocation sont manifestement illégales, et donc dans un premier temps, des gens qui reviennent peu nombreux, ou leurs enfants reviennent, évidemment, avec toute la précarité de la guerre qui a fait que pendant la guerre, ils étaient très très démunis pour pouvoir contester tout ce qui se passait. Mais lorsqu'ils arrivent à Paris, qu'ils voient qu'il y a quelqu'un dans l'appartement familial, ils vont aller en justice et parfois obtenir gain de cause, jusqu'au moment où une loi
va complètement briser leurs possibilités. Donc là, on a une vraie surprise, en fait, qui est assez déchirante à lire d'ailleurs. Oui, en fait, elle a été déchirante à comprendre pour nous, parce moi, je peux parler que pour moi, mais j'ai pas du tout comprise, en fait, au départ. Donc, comment ça s'est passé? Bon, d'abord, très démunis pendant la guerre, je voulais juste rajouter que, comme on l'a dit, dans notre fond principal, il n'y a pas la voix des Juifs. Mais on voulait pas faire un livre entier où, à partir d'un fond qui les invisibilise, en les invisibilisant, donc on a fait vraiment un gros travail pour construire un chapitre sur eux, face à cette politique, et pour mettre en avant ceux qui essayaient d'y résister. Enfin, d'agir dans ce contexte, disons, pour reprendre les termes dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, à partir de la libération de Paris, il y a des Juifs beaucoup de Juifs reviennent, puisque la déportation a touché 25% des Juifs de France. Certains reviennent assez tôt, ou d'autres écrivent, mais bon, se préoccupent de leur appartement. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent, ils frappent à leur porte, et ils voient qu'il y a quelqu'un chez eux. Donc, il y a plusieurs configurations. Une première configuration qui est assez difficile à documenter, même si on l'a documentée à partir de quelques exemples. Les gens discutent, ils se comprennent leur situation, et puis finalement, il y a un accord à l'amiable. La personne, si elle part, elle laisse le juif revenir, ou parfois, on en a trouvé plusieurs cas, il y a une cohabitation, puisqu'ils disent, moi, j'ai pas d'appart, moi non plus, ok, on va s'arranger, quoi. Bon. Mais c'est pas toujours le cas, et il y a une grande conflictualité autour des appartements dès la libération. Et certains des anciens occupants, donc les Juifs, à partir de la libération, on les appelle plus les Juifs parce que c'est une définition du statut racial, on les appelle les locataires évincés. Enfin, nous, on les appelle comme ça. Et donc, ils vont devant le juge des référés, qui est le juge de l'urgence et de l'évidence. Et le juge des référés leur donne systématiquement raison. Alors, il leur donne raison en disant il y a un contrat de location qui est intenté, il y en a eu un depuis, mais l'autre n'a pas été abrogé légalement, donc c'est l'ancien qui vaut. Il n'y a même pas le mot juif, il n'y a pas le mot israélien. Juste, c'est pas légal. Donc, il leur donne raison. Et même quand il y a eu une expulsion légale au tribunal pendant la guerre, donc indépendamment de notre politique publique, le juge considère que cette expulsion, elle n'est pas légale puisque la personne était, du fait de la guerre et des contraintes imposées à lui, la personne juive, en incapacité de se présenter au tribunal, donc il n'a pas pu se défendre, faire valoir sa vision des choses, et donc il annule l'expulsion et il réinstalle la famille juive. C'est à ce stade de la lecture qu'on commence à avoir un petit soulagement en se disant que cette histoire atroce aura quand même des formes un peu plus positives de conclusion. Voilà. C'est vrai que les derniers chapitres, si vous aviez encore confiance en l'humanité, les derniers chapitres auraient terminé d'achever votre croyance. En tout cas, en effet, et c'est quelque chose qu'on a découvert, on avait connaissance de cette ordonnance, elle n'est pas inconnue, l'ordonnance du 14 novembre 1944. Elle était identifiée par l'historiographie, présentée comme une manière du gouvernement républicain restauré de s'emparer du problème et de le régler avec une solution certes peu satisfaisante, fondée sur des considérations dites universalistes, de concilier les difficultés, les différentes victimes, etc. Et donc un texte qui est pris, rédigé par le ministère de la Justice, une ordonnance donc, qui, suivie d'un certain nombre d'autres textes qui vont enfoncer le clou, organise légalement, mais sans le dire, les obstacles pour empêcher les familles juives dépossédées de retrouver leur appartement locatif. C'est une série de textes, en effet, c'est 14 novembre 1944 jusqu'à la fameuse loi du 7 mai 1946 qui achève les dernières affaires en cours. Qui organise l'impossibilité point par point. Alors, c'est vrai que quand on voit le texte il est assez flou, il n'est pas très clair, le mot juif n'est pas employé. On définit plutôt quelle catégorie de personnes serait habilitée à faire valoir ceci, faire valoir cela, entre les intérêts de ceux qui sont dans les appartements et les familles qui ont été évincées. Mais en fait, sans doute, la difficulté, c'était qu'on ne peut pas comprendre cette ordonnance si on n'a pas connaissance et compris la politique de dépossession qui a eu lieu pendant la guerre. C'était peut-être aussi un des messages qu'on voulait envoyer avec le livre, c'est qu'on ne peut pas comprendre la sortie de guerre si on ne comprend pas ce qui s'est passé pendant la guerre et réciproquement. D'où l'idée aussi, même si on n'a pas épuisé le sujet, de traiter les deux questions dans un même livre. En fait, l'ordonnance du 14 novembre 1944 crée un certain nombre de conditions d'impossibilité pour des familles évincées de récupérer leur appartement, et notamment, le principal critère, ce sont des critères de familles relogées qui auraient un statut prioritaire
et notamment les sinistrés des bombardements. Donc si la personne qui est installée dans l'appartement est un sinistré des bombardements, alors il n'est presque pas possible de récupérer l'appartement. Autrement dit, mais comme ce sont précisément les sinistrés des bombardements qui se sont installés dans les appartements des familles juives du fait d'une politique menée par la préfecture de la Seine, ce sont les juifs qu'on empêche spécifiquement, et puisque uniquement des juifs ont été privés de leur logement, qui sont empêchés de le récupérer. Donc en fait, ce qui est très étonnant, c'est que voilà, autant il y a des bricolages faits pendant l'occupation, des autorisations administratives très peu claires, beaucoup d'improvisation, tâtonnement pour déposséder les juifs, mais en fait, tout cela est entériné, reconnu et affirmé, ancré définitivement par une ordonnance qui ensuite est actée par des justices qui jugent sur le fond, pour le coup. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on aurait pu faire le choix d'encourager le juge à évaluer la légalité ou la légitimité des contrats. Est-ce que le juger au cas par cas, est-ce que le nouveau contrat de location est légal ou pas? Il y a certainement des cas où il aurait pu être considéré. Non, l'ordonnance organise le fait que les deux contrats, quel que soit, enfin en tout cas que le second contrat, quelles que soient les circonstances de sa signature, soit reconnu comme légal et légitime. C'est un revirement total de regard juridique par rapport à, en effet, ce que faisait le juge des référés au lendemain de la Libération. Et du coup, si on revient à la question qui a ouvert notre discussion sur la spoliation, en fait, c'est à partir de ce moment-là que ce qu'on décrit n'est plus une spoliation. Parce qu'en fait, le mot spoliation, c'est un mot de l'après-guerre. Donc, d'ailleurs, le juriste Georges Joncan, sur sa thèse sur les spoliations dès l'après-guerre en 1945, dit c'est les appartements, les droits locatifs sont une spoliation, c'est même la pire des spoliations. Mais petit à petit, entre cette ordonnance du 14 novembre 1944 et le 7 mai 1946, où là, il est décidé que si on est un étranger, on ne peut pas obtenir l'expulsion d'un Français de son appartement. Donc là, derrière ces mots, c'est des juifs, ça veut dire juif et d'un non-juif. Donc cette séquence 14 novembre 1944, 7 mai 1946, en fait, ça, c'est en parallèle de toute une autre législation qui est la réparation des spoliations. Et cette réparation des spoliations, elle commence le même jour. Elle commence aussi le 14 novembre 1944. Il y a une autre ordonnance du 14 novembre 1944, qui elle est l'ordonnance sur la nullité des spoliations. Et elle dit précisément, donc voilà, il reste encore à organiser les choses, mais en droit, les Juifs qui ont été spoliés obtiennent la nullité des actes de spoliation. Mais il y a un petit alinéa qui dit, mais cette ordonnance ne concerne pas les droits locatifs sur les appartements. Donc, à la fois, elle fait sortir définitivement les appartements de la spoliation, mais on voit bien que déjà dans l'esprit du gouvernement provisoire, ça relève de la spoliation, puisqu'ils prennent la peine de l'exclure. Et donc, c'est comme ça que le fonds sur lequel on a travaillé au début va jusqu'en 1959. Parce que jusqu'en 1959, il y a des lettres, notamment de femmes, qui écrivent pour dire, voilà, moi, au titre de l'ordonnance du 14 novembre, celle qui est sur la réintégration des locataires, j'aurais dû obtenir la réintégration, mais on l'a suspendue parce que mon nouvel occupant était sinistré, le temps qu'il trouve son bien d'origine reconstruit. Mais sauf que personne ne monitore ça, personne ne suit ça. Donc elle écrit pour savoir, est-ce que vous avez du nouveau? Parce que moi, je voudrais rentrer dans mon appartement. Et en fait, le dossier est classé. Donc il y a un fonctionnaire qui fait quand même l'enquête, parce qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est le même service, c'est au même service. Et puis finalement, il trouve que le logement du sinistré est reconstruit depuis 1945, qu'il n'y a aucun problème, mais qu'il n'a pas du tout envie d'y retourner. Et son supérieur, qui lui sait très bien ce qui s'est passé pendant la guerre, écrit « Ça ne nous regarde pas, c'est une affaire privée. Ça relève de l'ordonnance du 14 novembre 1944, classée dans les dossiers de la rue Pernelle, donc les dossiers qui ont été le point de départ de notre enquête. » Oui, c'est fascinant parce qu'on a un mélange quand même assez invraisemblable entre, d'un côté, les autorités d'occupation sous Vichy, mais c'est pas Vichy depuis Vichy qui pilote ça, c'est la préfecture de la Seine, qui n'ont pas légiféré, il n'y a pas de texte, il y a un flou juridique, alors même que le régime a légiféré, n'a pas hésité à légiférer sur le statut de juif. Là, pour le coup, il y a un vide juridique, c'est le gouvernement provisoire qui rétablit la légalité républicaine, qui lui fait une loi, une ordonnance à valeur de loi, qui va évincer définitivement les juifs de leurs appartements perdus. Et donc une rupture, et en même temps une continuité administrative, puisque c'est le même personnel qui survit d'un régime à l'autre en disant « mais non, tout ce qu'on a fait, c'est reloger des malheureux bombardés ».
n'a pas du tout spolié les vieux, on a fait que reloger des gens, on n'a rien à se reprocher. Il y a une esquisse d'épuration, mais qui n'aboutit pas. C'est vrai que c'est aussi un grand étonnement et un grand désarroi qu'on a eu à trouver cette continuité. C'est vrai que quand on ouvre les dossiers au départ, on ne se rend pas trop compte, on voit les dossiers, on voit qu'il y a des correspondances qui sont postérieures à la Libération, on se dit tiens, il y a un suivi, on ne sait pas trop. Et puis quand on compare et qu'on les prend un peu systématiquement, on voit que les signatures sont les mêmes, on voit que l'adresse n'a pas changé, pas tout de suite en tout cas. On voit également que cette administration rembarre assez rapidement les demandeurs spoliés en leur disant de tenter une action en justice dont ils savent qu'elle n'aboutira pas. Enfin bref, il y a on leur communique pas les pièces. On leur communique pas les pièces, on refuse. Certains ont entendu parler de la politique de spoliation et vont réclamer la copie de la fameuse autorisation de relocation. Certains l'obtiennent, d'autres pas. En fait, il y a une grande réticence de l'administration et il y a même plusieurs échanges où on voit l'administration qui se défend. Quelques petites traces d'une enquête d'une enquête de la commission d'épuration, mais qui visiblement n'a eu absolument aucune conséquence sur ce personnel, puisqu'on voit, on suit, hein, on n'a pas tous les dossiers de carrière justement, mais on sait que le principal responsable, Georges Berthet, de cette politique et de ce service du logement, était directeur adjoint du logement de la ville de Paris à la fin des années 70. Donc une belle carrière d'ingénieur dans la continuité et qui assume totalement son action pendant la guerre. Et comme une enquête, ça ne s'arrête jamais. Isabelle Bacouche, hier, était aux Archives de Paris et elle nous a envoyé une photo. Il a été honoré en 1982 pour son action pendant la guerre en faveur des sinistrés. C'est marqué pour tous les efforts qu'il a fait de mener cette politique difficile en faveur des sinistrés pour retrouver du logement. C'est ça qui est marqué en 1982. Et je voudrais ajouter le point que c'est pas du tout que c'est pas bien de loger des sinistrés. C'est tout à fait bien, c'est tout à fait normal et honorable. Mais comme l'expliquent très très bien plusieurs courriers de locataires juifs évincés quand ils reviennent, ils disent « Est-ce que c'est normal d'aider les sinistrés sur le dos des juifs ?» Et il y en a une qui dit « Qui est le plus sinistré d'entre nous ? Moi, j'ai plus de famille, plus de travail, j'ai plus rien, mais j'ai aucun droit. » Et en fait, on voit très bien, quand on met en avant dans un des chapitres la nature discriminatoire de cette politique, que dès qu'ils se rendent compte dans le process que c'est pas un juif qui est loué l'appartement, là, ils imaginent d'autres solutions respectueuses du droit pour loger quand même la personne sinistrée, pour lui venir en aide. Alors, c'est un bail précaire, c'est une sous-location, c'est plein de choses. Parce que là, tout d'un coup, l'ensemble des acteurs ne voit plus de la même façon, sous le même angle, le locataire. Et donc là, soudainement, il y a des solutions qui rendent justice aux sinistrés, mais qui rendent aussi justice aux locataires en titre. Et ces solutions-là, on ne les a jamais imaginées pour des locataires juifs. C'est même l'inverse. C'est parce qu'on avait des locataires juifs qu'on a inventé toute une nouvelle procédure qui avait pour but précisément de ne pas envisager ces possibilités. Ouais, c'est très intéressant parce que ça renvoie au fond à des discussions qui ont déjà eu lieu dans l'historiographie, mais qui pourraient être rouvertes sur la survivance avant et après-guerre d'un certain nombre de catégories, dont celle notamment d'indésirables. On sait que c'est une grande obsession des années 1930, qu'il y a trop d'indésirables étrangers en France, et finalement de retrouver dans des courriers des années 45-46 des gens qui disent « Bon, bah voilà, comment un étranger pourrait reprendre mon logement, moi, bon français ?» On voit qu'il y a des choses, voilà, que Vichy n'est pas une parenthèse idéologique complète, et qu'il y a des formes de hiérarchisation symbolique et de désignation de groupes comme ne devant pas avoir les mêmes droits, qui a des continuités des années 30 aux années 50 et au-delà. Oui, c'est tout à fait le cas, surtout quand ces continuités sont activées dans des contextes particuliers. Et là, c'est vraiment le contexte du logement. Donc, dans l'historiographie, plusieurs articles ont pointé des manifestations antisémites. Il faut se représenter qu'il y a 13 manifestations antisémites en plein Paris entre 45 et 46. Je dis antisémites dans le sens explicitement antisémites, mort aux juifs, vraiment des choses très très violentes. Et donc c'est énorme, surtout pour l'époque où il y a très peu de manifestations dans l'après-guerre dans l'espace public, d'une part, et ces manifestations, elles ont toutes à voir avec un enjeu de logement. Elles sont toutes liées au fait que, pour le coup, un juif a obtenu l'expulsion de la personne qui occupe son appartement parce que, précisément, c'est les exceptions qui sont possibles au titre de l'ordonnance, la personne n'est pas vraiment un sinistré, etc. Et ça mobilise tout le quartier et des associations qui se créent pour défendre le droit des nouveaux occupants. Et toute la rhétorique, il y a bien sûr l'antisémitisme, mais aussi ça réutilise et ça remobilise beaucoup de rhétorique sur l'étranger, qui
qui vient prendre les droits et les biens qui doivent être destinés aux Français. Et donc, voilà, là, c'est un opérateur, le logement, qui permet d'activer ces représentations et de les rendre en fait légitimes et efficaces. Peut-être une dernière question sur un aspect formel du livre, mais qui me paraît très important, c'est la place de la cartographie et de la visualisation spatiale dans le livre, parce que c'est ce qui permet aussi de dépasser le caractère abstrait de 9000 dossiers, peut-être 25 000 logements, et de voir que, par exemple, rue des Écouffes, il y a énormément de petits points les uns à côté des autres, parce qu'il y a des quartiers dans lesquels on voit les logiques spatiales, on voit d'où venaient les gens qui ont été relogés. Vous avez attaché, me semble-t-il, une grande importance à ça, avec des cartes inédites pour l'occasion. Oui, c'est vrai que c'est un élément du livre qu'on aime aussi souligner, c'est la part de l'histoire urbaine et de l'analyse géographique plus largement, disons, qui a bénéficié du concours du géographe Maël Lenoc, qui nous a bien aidé, pas seulement à faire les cartes, mais également à structurer un peu notre pensée en termes spatiaux. C'est vrai qu'on a voulu faire une enquête qui soit également inscrite dans l'espace. Je l'ai dit déjà pour montrer que ça s'était passé partout, mais aussi et surtout pour mesurer des questions de géographie assez simples et d'histoire urbaine, c'est-à-dire identifier les concentrations, les distances, s'interroger sur les distances parcourues, sur la densité de certains quartiers, s'interroger sur les distances parcourues par les personnes qui se relogent entre le logement perdu et le logement spolié dans lequel elles investissent. Ça permet de montrer plein de choses assez intéressantes, et notamment la chose principale, mais c'est vraiment pas la seule, c'est la question du voisinage, évidemment. Quand on constate que beaucoup de personnes qui se réinstallent, en tout cas parmi celles installées par la préfecture de la Seine, ne sont pas des personnes qui auraient été installées par la préfecture de la Seine au hasard sur le territoire du département de la Seine, mais s'installent à proximité immédiate du logement qu'elles occupent préalablement ou de leur adresse professionnelle. Et là, ça permet, en creusant à la fois ces distances, en les confrontant au courrier écrit, on voit la part très importante du voisinage, mais qui du coup dévoile aussi la part importante de la participation des Parisiens à cette politique publique. C'est saisir l'offre qu'on leur propose, mais c'est aussi participer activement en eux-mêmes allant chercher des adresses, proposant, sollicitant, faisant le tour des concierges. Là, ça documente aussi une question plus générale, c'est comment se loger à Paris. C'est vrai que comment se loger à Paris, c'est pas une chose qui a été étudiée dans les années qui précèdent la guerre ou au lendemain de la guerre. On le documente à partir de cette période extraordinaire de l'occupation et d'une question un peu spécifique, mais c'est vrai qu'on voit plein de mécanismes. On a essayé de rendre ça vivant aussi et de montrer un peu ce parcours du territoire, d'où ces différentes cartes pour montrer un peu ces distances, ces proximités. Mais merci beaucoup, on voit que c'est un livre extrêmement riche. Moi, j'espère qu'il trouvera aussi bien un accueil public qu'un accueil académique à la hauteur de la démarche engagée. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil que vous voudriez partager à ce micro pour ceux et celles qui nous écoutent ? Pour aller avec le livre, il y a beaucoup de livres sur Paris pendant la guerre ou après la guerre. Et c'est vrai qu'il y en a un que j'ai particulièrement aimé, c'est Robert Baubert, Quoi de neuf la guerre, qui touche en fait les histoires d'appartements. Et c'est peut-être un de ceux qui décrit le plus finement, parmi tous les cas qu'il évoque et tous les récits, des situations qui sont les nôtres, sans en avoir le contexte. Mais c'est comme si on y était. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Moi, je vais me permettre d'ajouter pour ces sujets d'histoire urbaine deux ouvrages que j'ai trouvés très intéressants. Un plus ancien de Daniel Vollmann, Propriétaire et locataire, une histoire française, qui est en fait un peu peut-être la seule synthèse vraiment très très utile sur un enjeu fondamental et pas forcément bien étudié ou accessible dans l'historiographie. Puis un plus récent dans la même collection, le livre de Fabrice Langrenièvre, Voisins de passage, qui est vraiment une très très belle micro-histoire qui ne concerne pas la Deuxième Guerre mondiale, mais une très belle micro-histoire d'un immeuble de la Plaine Saint-Denis qui montre toute la richesse des démarches que les sciences sociales peuvent appliquer à ce passé. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.